Bonjour à tous et bienvenue Bonjour. dans ce petit module de Cinéphos un peu hors série. Module hommage. Module hommage, donc sans décor, puisque comme vous voyez, je suis en refond du décor de Cinéphos, enfin de mon appart en fait. On avait envie de revenir sur la disparition de Christopher Lee, Sir Christopher Lee, qui nous a quitté il y a à peu près une semaine où on tourne ce module. On avait envie de l'évoquer parce que... 93 ans quand même. Voilà. Pas mal, hein. Ouais, C'est beau, hein. C'est un bel âge. Canonique, quoi. On aimerait bien arriver là, ça serait pas mal. On avait envie d'en parler parce qu'on n'a pas forcément eu l'occasion de parler justement d'anciens films, notamment, dans lesquels il pouvait jouer. Et on s'est dit, c'était la triste occasion d'en parler, mais donc, du coup de l'évoquer. Personne, aucun blog ou aucun on va dire, cinéphile, aucune personne sur Internet en France n'a fait d'hommage. Ah bon? Non, non. Bien. Si, à part dans la chronique du Daron, je vous conseille, excellente chronique, qui a quand même fait ça va peut-être venir. Après, tu vas écrire un article sur l'écran fantastique. Je suis en train de faire train de faire un dossier sur les films de Christopher Lee chez Terence Fisher. D'accord. Collaboration plus que fructueuse. Oui. Alors, première étape, c'est de dire un peu que la première fois qu'on a vu Christopher Lee. Christopher Lee, pas en mot direct, mais au cinéma. Je t'en prie, commence. Alors, moi, première expérience, c'était Gremlins 2, où je l'ai pas identifié au niveau de son nom, mais c'est la première fois que je l'ai vu comme personnage dont je me rappelle. Après, il y a L'Homme au pistolet d'or, où pareil, je l'ai pas identifié avec son nom, mais où le film que j'ai pas revu depuis m'a marqué. T'as raison, je le revois. Le film est très mauvais. C'est lui le seul intérêt du film. Mais il m'a quand même marqué par le fait que c'était, je trouvais, un personnage qui aurait limite pu être un James Bond, quoi. Enfin, c'était une sorte de c'était vraiment un alter ego. À la base, il voulait jouer Dr. No, Christopher. Ouais, c'est ce qu'il allait dire, parce qu'il connaissait Ian Fleming. C'est son cousin. Voilà. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens comme ça qui ont une vie. Et donc, voilà. Et en fait, c'est après, évidemment, à partir du moment où il est apparu dans Saruman, Saruman, il a apparu que dans le Seigneur des Anneaux, pas d'autre trilogie. On est d'accord qu'il a fait que ce. Voilà, donc Saruman et un peu Star Wars. Que là, j'ai commencé à savoir qui était ce mec et on m'a dit, voilà, c'est Dracula. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à voir un peu ce qu'il avait fait en même temps. Donc moi j'ai un peu découvert sa dernière partie de sa carrière en même temps que la nouvelle en fait. Enfin en même temps que l'ancienne. Et j'ai vraiment découvert en parallèle quoi. C'était un peu... c'était une façon de faire, mais c'est comme ça que moi j'ai découvert ces films. Et toi? Pareil aussi, j'avais vu Gremlins 2, mais à l'époque je savais pas qui c'était. Je voyais ce savant fou qui était là. En fait, j'ai entendu parler de lui vraiment dans un documentaire que j'avais vu sur les films de Dracula au cinéma. Je devais avoir 12-13 ans. Et le film que j'ai vu, le premier film classique que j'ai vu avec lui, c'était un film de la Hammer, c'est Frankenstein s'est échappé, où il jouait le rôle de la créature. Et ensuite, j'ai commencé à regarder presque un peu tous les films avec lui, les films avec Peter Cushing et tout ça. Et quand ils ont annoncé qu'il allait jouer dans Sleepy Hollow, et quand ils ont annoncé qu'il allait jouer ensuite dans Le Seigneur des Anneaux, moi j'étais fou, je me suis dit c'est pas vrai, c'est pas possible, ça y est, il revient, on va le voir travailler avec des grands réals et tout ça, c'est fini la période où il travaillait, où il faisait des téléfilms pourris ou ce genre de trucs. Ouais. Et du coup voilà, donc c'est pour ça que quand il a amorcé la dernière partie de sa carrière depuis le début des années 2000, j'ai été vraiment ravi. En plus, j'ai eu la chance de le croiser il y a quelques années au Grand Rex, au festival du film d'aventure Jules Verne, où je l'ai frôlé comme ça. C'était génial. J'ai eu un contact physique avec Christopher. Super. Donc, un grand monsieur qui va vraiment nous manquer. C'était vraiment le dernier de son espèce. Un peu l'un des derniers représentants du cinéma de papa, on va dire. C'est ça, cinéma fantastique à l'ancienne. Disons que c'était le seul qui liait encore. C'est-à-dire que avec lui, ce cinéma n'était pas encore mort. C'est-à-dire que on avait encore un acteur qui avait été dans ces films-là, il y en a peut-être encore quelques-uns, mais qui avait été iconique dans ces films-là et qui poursuivait sa carrière avec des très grands réalisateurs de maintenant. Ce qui liait quand même quelque chose, une espèce de ligne du cinéma de genre fantastique, bien sûr. Populaire. Et pas du tout sénile, le mec. Voilà, et puis des grands rôles, et puis voilà, des rôles importants à chaque fois. Et pas des rôles nostalgiques en plus, des rôles où finalement il jouait sur sa carrure de Dracula et tout, mais
Et c'est vrai que le fait qu'il s'en aille, c'est vraiment là tu dis bon voilà ça y est, parce que déjà Peter Cushing, tous les autres étaient partis. Peter Cushing il y a très longtemps en plus, donc ça fait une là c'est vraiment la fin. Enfin, c'est que maintenant voilà on sait que ce cinéma là sera plus que du cinéma terminé quoi. Maintenant on est dans un modèle archive quoi un petit peu. Donc c'est ça qui est triste aussi. C'est de savoir que là, bon, bah voilà, c'est la fin, quoi. Et maintenant, on va devoir faire des films autrement. C'est ça. Parce qu'il avait eu cette chance, en tout cas, de tourner avec tout le monde. Des réalisateurs récents. À part, tu m'as dit Del Toro, il a eu un projet, mais il a failli jouer dans Hellboy 2, ce qui est dommage, il l'a pas fait. Ouais, après, il a tourné pour tout le monde. Pour aussi bien pour les plus grands que pour les pires tâcherons de l'histoire du cinéma. Et c'est cette versatilité qui fait que... Enfin, le caractère versatile de Lee qui fait que on l'apprécie beaucoup, mais que peut-être aussi des fois il a pu peut-être se fourvoyer sur certains c'est ça qui est intéressant. Et surtout comment il se justifiait de ça, il est assez drôle. Les films avec Jess Franco par exemple. Oui, non, enfin il a tourné entre autres Le Monde 2, non, il a fait vraiment des les Rivières pour 2, il a continué après Star Wars. Après, il jouait un méchant nazi sur la ligne Maginot. Je me rappelle ça parce que c'était l'époque où j'en voyais pas mal et du coup je me dis il y a Christopher Lee dans un film français quoi. Moi j'étais fou, j'étais fou, dingue, je trouvais ça génial. J'étais fou, après j'ai vu le film et tu fais oh putain c'est pas bien. Et en plus le pire c'est qu'il a tourné dans toutes les langues, il a fait des films en italien, il a fait des films en allemand, il a fait toute une série de films tournés en allemand, c'est dingue, il a fait des films en français et tout. C'était un acteur assez étonnant parce qu'il alors il était pour son style pas assez anglais à l'époque, donc du coup il a joué beaucoup de méchants et beaucoup de personnages étrangers. Il a joué des Chinois, des Russes, des Allemands. Déjà il faisait 1m93, c'était trop grand pour le cinéma anglais, et en plus de ça, sa maman étant issu d'une famille italienne, il avait quand même des traits assez méditerranéens. C'est ça, il était un peu méditerranéen. Et il n'avait pas le look, on va dire, cup of tea. Non, c'est ça, donc il a joué plein de rôles, de Rasputin, Fu Manchu, il a fait des personnages très, très étonnants. Il a joué tous les types. Mais en même temps, du coup, ça a été sa force, parce qu'il en a fait beaucoup. Si tu ressemblais pas à David Niven, tu pouvais pas jouer le gentil, de toute façon. Mais c'était l'opposition avec un mec comme Peter Cushing, qui lui faisait très anglais, quoi. Très, très british, les yeux bleus, la taille, plutôt petit, avec un accent aussi très, très particulier. Bon, alors on a essayé de choisir chacun trois films qui sont connus dans sa carrière, mais qu'on conseille aux gens, si vous ne les avez pas vus. Qui sont pour nous très très iconiques, en tout cas de ça, très important dans sa carrière, essentiel à voir si vous voulez connaître un peu le bonhomme. Donc on oublie le Saruman, tout ce qui est Joe Dante, Peter Jackson. Avec les films classiques. On va essayer de faire. Il y en a peut-être un qui est un peu plus récent, mais c'est voilà. Donc on commence par toi, le premier. Alors moi je vais vous parler d'abord d'un film de 1968 qui s'appelle Les Vierges de Satan. Rex, do you believe in evil as an idea? Donc, The Devil Rides Out, qui était en fait le dernier film que Christopher Lee a fait avec Terence Fisher. En fait, dans ce film-là, il joue le rôle du gentil. Il joue le rôle d'un chef de famille aristocrate qui s'appelle le duc de Richelieu. D'origine française. Donc, je vous conseille de lire le bouquin aussi de Dennis Whitley. Et en fait, sa famille est menacée par un culte satanique qui est dirigé par Mokata, qui est joué par Charles Gray. Et en fait, ce duc, il a une espèce de background en occultisme et en il s'y connaît. Il s'y connaît en religion, en sciences occultes, il connaît toutes les incantations. Donc il décide de réunir sa famille pour les protéger des sorts et des incantations et de toutes les manifestations du diable que Mokata va lui envoyer. C'est un film absolument magnifique. En plus, Christopher Lee, à l'époque, avait demandé à la Hammer d'acheter les droits des bouquins de Dennis Whitley parce qu'il disait, le nouveau truc, ça va être le surnaturel, ça va être le paranormal. Ouais, c'est un des premiers films sataniques. C'est un des premiers films sataniques. Après, il va y avoir l'exorciste et tout ça. Et Lee est génial parce qu'il joue un gentil, ultra charismatique, mais en même temps très, très paternel, très bienveillant. C'est vraiment lui qui domine le film. Et le film est super bien écrit. Le film est écrit par Richard Matheson, donc l'auteur de Je suis une légende, qui a signé l'adaptation du film. Le script est vraiment génial, la fin est super.
En fait, il y a toute une scène qui est. Enfin, une séquence entière qui est la séance de fin qui se passe à l'intérieur d'un cercle Oui, il y a- de protection de c'est sorcellerie. le dernier tiers du film. Ouais, et c'est que de la suggestion par C'est rapport à ça. Christopher Lee. C'est Christopher Lee qui dit attention, mettez-vous sur le dos, C'est mettez-vous ça, là. c'est Et, ça. et je me vois, je sais même pas pourquoi il le dit. Il dit mais fermez les yeux et levez votre pied. Et C'est- tu fais ok, d'accord. c'est Et tout ça. le monde le fait. Tu fais C'est pourquoi ça, c'est ça. Et c'est génial parce C'est que dans ça un marche salon. trop bien. C'est dans Oui. un salon, Ça marche trop bien, ils sont dans un cercle, et il leur dit ouais, il faut pas que vous sortiez du cercle. Faut pas sinon, sortir le cercle, sinon ça casse tout. C'est tout ça Et tout le film et toute la fin elle est là-dessus et ça marche que. C'est génial. Parce que comme c'est du satanisme, on voit pas forcément. Il n'y a pas trop de vision du satanisme. Il y en a Très peu, quelques-unes, mais très peu. Donc c'est beaucoup sur la suggestion et sur la personnalité de Lee qui montre que le danger est là, mais il est invisible en fait. Et puis le budget étant assez réduit, il pouvait pas non plus se permettre de faire des effets trop compliqués. Ouais, et c'est vrai ou- qu'il est très beau et c'est vrai qu'il est très charismatique et il a un côté Doctor Strange avec ce Oui, bouc ce bouc, et ce ouais. côté sorcier un peu. Ouais, ouais, ouais. Qui donne envie que tu aies d'autres suites avec ce personnage en fait. C'est dommage qu'il n'y ait pas eu de. Parce Dommage. que quand tu vois le truc, tu sens le potentiel d'une série à la Quatermass ou un C'est truc comme ça. ça. Et en fait, le personnage est Bon. beaucoup plus âgé dans les bouquins. Et Lee avait évoqué à plusieurs reprises qu'il aurait De voulu refaire. Mais en reprendre tout cas, le rôle. c'est vrai que c'est un des moins connus finalement. Mais c'est Enfin, un des meilleurs. mais il est très intéressant. Un des meilleurs de la Hammer fin des années 60. Et ils ont jamais eu la présence d'esprit à la Hammer de dire voilà, il faut aller vers ce type de Vers ce film-là film-là, ouais. plutôt que de refaire des Dracula, des Frankenstein et tout ça. I could a tale unfold whose lightest word would harrow up thy soul, freeze thy young blood. Donc oui, donc moi mon premier ça ferait Wicker Man. Ah oui, Donc de Robin Hardy. voilà, donc Wicker Man c'est un de ses films préférés. C'est meilleur aussi. Et c'est un de ses meilleurs puisqu'il joue, alors c'est pas du tout la Hammer, c'est dans un peu plus tard, enfin c'est années 70 à mort, c'est pas vraiment un film de 73. genre, c'est un film très bizarre sur une sorte de secte sur une île et lui il joue le chef de cette île en fait, de cette communauté. Lord de Summersley. Voilà, et il joue un personnage qui est totalement différent des rôles gothiques qu'il va faire, un peu très anglais ou un peu très réservé, très sombre. Là, il joue quelqu'un de très euphorique, de très léger, très joyeux, mais en fait, il cache un truc absolument affreux. Mais lui, il fait quelque chose de très agréable, en fait. Il semble très sympathique, ce C'est mec, ça, comme c'est toute ça. la communauté d'ailleurs. Et donc l'histoire, on suit une sorte de, je crois que c'est un policier ou un gendarme, je sais plus qui, Oui. qui s'en va sur cette île et en fait il se passe des trucs super bizarres. Qui est joué par Edward Woodward, The Equalizer. C'est vrai. Et il lui arrive des trucs très bizarres. Le film est un mélange de comédie musicale, de films donc un peu de secte, De Flower Power. et, voilà, et de un petit flower peu. power, et de films de genre qui se terminent par un truc totalement hallucinant. C'est dingue, Où dingue. on a Christopher qui se met à chanter autour d'un grand truc de paille qui brûle. Ah, bien enfin. Et on a en plus ils sont déguisés. Et on a une sorte de oui parce que c'est pas satanique, c'est païen en fait. C'est pas rien, parce que c'est une île où en fait ils vivent plus ou moins en autarcie, ils vivent dans leur propre truc, C'est ça. et puis là, ils sont complètement déconnectés de... Puis les scènes de comédie musicale sont incroyables et cette scène est culte et le film est très bizarre, il est très difficile à vendre. On voit des petites filles qui prennent des grenouilles dans leur bouche, C'est ça, ce truc. J'avais lu qu'apparemment le film était très difficile à voir quelques temps après la sortie du film parce qu'il avait le réalisateur avait épousé l'actrice, l'une des actrices du film qui est à poil à un moment donné. Brit Celle où Eklund. elle chante à poil en train de taper. Brit Eklund. Ouais. Et que du coup il voulait plus qu'on voit cette scène, donc il Oui, fallait oui, couper oui. des morceaux de chaque pellicule. Oui. Et donc du coup ça avait foutu la merde dans la distribution du film. C'est vrai. C'est bon. Qui était Madame... avant ça, qui était Madame... je sais plus si c'était avant ou après. Madame Peter Sellers. Ah ok, d'accord. Ah, Brit Eklund. bah, oui. Et ce qui est dingue, c'est que ce film-là, Christopher Lee l'a fait sans cacher. Ah ouais. Parce qu'il avait été écrit spécifiquement pour lui. Quand le réal l'a écrit, c'était vraiment pour lui. Et moi, je me souviens, le film, je devais le voir à, je sais pas, à 15-16 ans. J'avais détesté à l'époque parce que j'avais pas compris le délire. Et en fait, c'est en le revoyant que j'ai vraiment compris vraiment l'intérêt Ouais, du film. c'est un film culte c'est un film vraiment qui s'apprécie au très fur et à étrange. mesure quoi. C'est-à-dire que c'est un de ces films un peu what the fuck, un peu totalement bizarre, sachant qu'il a continué le réalisateur récemment, il a essayé de réaliser la suite, je sais pas s'il l'a réalisé d'ailleurs. Oui, c'était en cours, je sais pas s'il a cours, fait. enfin, il essaye depuis des années de le refaire, sachant qu'il y a aussi eu un remake avec Nicolas Cage qui existe, donc faites gaffe quand même parce que apparemment c'est un bon nanar.
Vraiment, Ne voyez pas le Bon, en tout remake cas, avec attendez, Nicolas Cage. vous voyez celui avant avec Christopher Parce Lee. que puis Nicolas vous- Cage est magnifique dans le film. Il joue le rôle du flic, Nicolas Cage. tu l'as vu Ah Tu oui. as vu celui J'ai vu des morceaux, mais c'est pas possible. Ah oui, mais ça a l'air bien. Ça aurait été plus marrant que Nicolas Cage joue le rôle le rôle de Oui, Christopher du Lee. Christopher Ça aurait Lee. été plus marrant. Surtout que d'ailleurs, il a aussi joué Fu Manchu, Nicolas Cage, comme C'est Christopher vrai, Lee. c'est Il y a des liens. Dans voilà, Werewolf Woman of the SS. c'est vrai. Non, mais Wicker Mais en Man. tout cas, c'est un grand film. Hein. Très, il faut très beau absolument film. voir Hein. ce film. Hein. C'est, Excellent. Bon, Christopher Lee, bien sûr, mais Edward Woodward, qui joue le rôle du flic, il est génial parce qu'il joue le rôle d'un flic puceau. Super cato et tout. Enfin, super... mais c'est moi ce qui m'a marqué dans le film, c'est la façon dont Lee joue le fou. Oui, mais de manière tranquille. On a l'air super. Je suis un mec sympa. Ouais, Ouais, bah, on est païen, super on est comme simple, ça. ouais, et tout, on est pas- on tue des gens. On tue des gens, c'est pas grave, quoi. Et Et, petites filles et tout, comme ça. Et quoi. c'est vrai qu'il est assez inquiétant en fait, et assez Ouais. dingue. Enfin, tu te rappelles bien de lui dans le film. Donc bon, voilà. Toi, on peut continuer. Oui, alors je vais Enchaîne. vous parler d'un autre classique de la Hammer, un petit peu plus vieux cette fois, puisque c'est Le Chien des Baskerville de Terence Fisher. Alors, Christopher Lee n'a pas le rôle principal dans ce film-là, il ne joue ni Sherlock Holmes et encore moins Watson, bien sûr, parce qu'il joue le rôle de Sir Henry Baskerville, qui est on va dire le dernier descendant des Baskerville. Et là, il joue le rôle, vraiment, c'est un rôle romantique de l'aristocrate, bien dans ses pompes, sympa, qui tombe amoureux d'une jeune fille. Et ce qui est marrant, c'est que Lee alterne vraiment très bien les scènes où il est très aristocrate, avec des scènes où il est beaucoup plus fragile. À un moment donné, il a une crise cardiaque, à un moment donné, il se fait attaquer par une araignée. Donc il alterne tout le temps entre l'aspect très fier, très... même un petit peu arrogant de sa condition de noble, et en même temps il y a des moments où il est fragile, où il perd pied, il est vraiment très intéressant dans le rôle. Et Peter Cushing en Sherlock Holmes, magnifique. Oui, là, voilà, c'est l'opposition Voilà. entre les deux. Je sais pas combien de films ils ont fait ensemble, mais c'est toujours très cool de les voir. Enfin, tu peux voir un film qui a l'air tout pourri quand tu sais qu'il y a Peter Cushing et Christopher Lee dans le film. En fait. ensemble, ouais. Donc c'est intéressant parce que tu sens bien que les deux ont. D'ailleurs, moi j'ai entendu récemment des émissions qu'en fait on lui avait proposé le Star Wars, le premier, parce que Peter Cushing a tourné dans La Guerre des Étoiles, le premier film, et qu'en fait on leur aurait proposé à Christopher Lee le rôle à l'époque. Joueur Moff. Ouais. Et qu'il l'avait pas voulu et qu'il avait filé et qu'il avait plutôt dit à Cushing de le faire. C'est marrant parce qu'à la même époque, John Carpenter avait proposé à Christopher Lee de jouer le rôle Doctor Doom. du Dr Loomis. Loomis, je sais pas pourquoi je dis Doctor Doom. C'est un autre. du Dr Loomis dans Halloween, et finalement il a refusé. C'est Donald Pleasance qui a pris le Ouais, c'était un de ses regrets. qui a pris le rôle. Voilà. Voilà. Bah, en tout cas, oui, c'est un. Et c'est marrant parce que Peter Cushing devait jouer le rôle d'Obi-Wan Kenobi. Ah oui. À un moment donné, il avait été envisagé pour le rôle d'Obi-Wan. Mais non, sinon Le Chien des Baskerville, c'est peut-être l'un des plus beaux films Sherlock Holmes qu'on ait fait au cinéma. Lee est excellent. Moi j'aime bien le voir dans des rôles de gentil, j'aime pas forcément le voir dans les rôles Ouais, de... mais il est. Mais c'est parce qu'il est Ouais, bien en fait. il est bien, C'est bizarre qu'il ait pas assez de. Parce que notamment quand il fait Richelieu, le duc là, dans Devil Rising et tout, il est très. Enfin, il marche quoi. Il aurait fonctionne, pu, il est charismatique. Il aurait pu faire des héros assez facilement quoi. C'est ça. Ok, donc moi je vais passer au deuxième de mon côté, c'est non pas la momie, c'est la malédiction des pharaons. The Mummy en VO. Ouais. Ou The Mummy en VO. Alors, la momie, il y en a eu plein. C'est clair que la Hammer a adapté différents films, notamment que la Universal avait fait. C'est le seul, c'est le premier film de momie qu'ils ont fait à la Hammer. C'est le seul qui s'inspire des films de la Universal. Après les autres, ce sera Ouais, d'autres délires. Donc, celui-là, il est intéressant parce que, comme on a dit, il a été connu pour faire des créatures, des monstres. Il en a fait beaucoup dans la Hammer. Il a fait Dracula, il a fait Frankenstein. Frankenstein est un rôle intéressant, mais il est secondaire dans le film. Et même s'il essaye d'exprimer une certaine peur, etc., Tu t'attaches pas à lui. tu t'attaches pas forcément à lui. Ce qui est intéressant dans celui-là, c'est qu'il joue un double rôle. C'est Peter Cushing le héros dans le film, comme d'habitude. Vous avez toute une partie du film, donc c'est aussi Terence Fisher, qui se passe à Londres, etc. Et puis vous avez un flashback sur pas un pharaon, C'est un grand prêtre. Un prêtre à l'époque des pharaons, et voir comment il a été transformé en momie, en fait. Et puis après, vous avez sa vie de momie dans le présent à Londres, quoi.
Et c'est intéressant parce que autant le personnage de la momie, quand il l'attaque, est totalement. Il est momifié, donc en fait, il n'y a que ses yeux. Et ses yeux, et c'est quand même Lee qui le joue. C'est-à-dire qu'il y avait quand même la question. Je pense que maintenant, on le ferait plus jouer par le même acteur, quoi. Et pourtant, c'est très intéressant parce que c'est là où on voit que c'était quand même un très grand acteur. Et en même temps, la partie dans le passé est très dialoguée. Super dialoguée. Il parle. Il prétise, quoi. C'est une scène de procession, de rituel qui dure à peu près 20 minutes. C'est ça. Très très long. Donc il paraît très noble, très, très beau, très aristo. Quand tu le vois dans le rôle d'un prêtre égyptien, tu dis oui, ce mec est un prêtre égyptien. Parce qu'il a un peu le ton mat, il marche bien, quoi. Et quand il incarne la momie, donc là il peut plus parler, il a que ses yeux, donc c'est encore pire que Frankenstein. Et pourtant il y a une scène qui est très belle où il revoit la femme, la réincarnation de celle qui est comme d'hab, c'est toujours les réincarnations. Ouais. Et la façon dont il le joue, alors qu'il a les bras comme ça, il peut faire 2 gestes et il a juste ses yeux, et il le fait mais super bien, c'est-à-dire que c'est super beau et très émouvant. C'est très très fort. Il avait des études de mime ou un truc comme ça. Il avait une formation de mime. Et c'était pour ça qu'il avait été. Et du coup, il a joué des rôles très parallèles parce qu'il avait quand même une voix magnifique, ce mec, et en même temps, il avait une puissance de gestuelle qui pouvait faire des films muets absolument incroyables. Et ce film est assez génial. C'est un film très classe. Très rien à voir avec la momie de Steven Sommers, il faut le savoir. Pas pareil. C'est pas pareil, mais c'est vraiment un très grand film. Savoir d'ailleurs qu'il avait joué dans une autre momie de McCarthy. Pas McCarthy. Russell Mulcahy. Comme mon problème avec les noms. Je préfère pas parler de ce film-là qui est une daube absolue. Mais La Malédiction du Pharaon, je voudrais apporter un petit complément d'information, c'est que le maquillage qu'il portait, quand tu le voyais dans le rôle de la momie, en fait, le maquillage, il était tiré par des cordes à piano. Ça fait que tout le bas du visage est extrêmement immobile, donc effectivement, comme tu disais, il avait que les yeux pour exprimer les émotions de cette momie. Et la gestuelle, à un moment donné, quand il essaie quand il voit la fille, il essaie comme s'il voulait la toucher. En fait, c'est une gestuelle très spécifique. Et il faut savoir qu'il a beaucoup souffert sur ce tournage, parce qu'il y a une séquence où il défonce une porte, et la production avait oublié de dégonder la porte, et genre il s'est blessé à l'épaule. Pareil, quand il soulève la fille à la fin, quand il la transporte dans le marécage, il s'est abîmé tous les muscles du dos. Et quand Peter Cushing lui tire dessus à un moment donné avec une carabine, il faut savoir une vraie balle. Pas vraie balle, mais il avait vraiment des explosifs placés sur le torse, et apparemment ça lui a laissé des brûlures pendant des semaines. Donc il en a vraiment bavé pour ce rôle de momie qui peut-être, mais encore une fois c'est vraiment lui, c'est pas un cascadeur qui le fait, tu vois. Et pourtant au début, quand tu le vois arriver et tu le vois les 3 gestes qu'il a, tu dis mais franchement, quel est l'intérêt? Ils lui ont laissé faire ça, il était vraiment. Alors qu'il avait fait Dracula déjà et tout. Donc... Oui. Et puis après, tu vois la façon qu'il a de jouer avec ça et tu dis quand même, tu vois ce que c'est d'avoir un acteur comme lui. J'avais vu, il s'était inspiré apparemment du jeu de Conrad Veidt dans le cabinet du Dr Caligari, vous savez, le rôle du mec du somnambule de Cesare. Apparemment, il s'était inspiré de cet acteur-là, et ça se voit parce qu'il y a cette gestuelle au début qui est très mécanique et qui devient de plus en plus. Oui, parce qu'il y a la scène où il sort du sarcophage qui est très proche de la scène. Il y a cette scène où il ouvre les yeux dans le sarcophage, où il a pareil ce regard très expressif qui fixe la caméra. Je suis d'accord avec toi sur ce film-là, c'est clairement l'un des plus beaux rôles de monstre que Lee ait fait, et c'est avec le film de Boris Karloff, le film de 1932, le meilleur film de momie qu'on ait fait, je trouve. Même si la momie du mec à Highlander. Il joue dedans, hein. Non, ne voyez pas la malédiction de la momie de Russell Mulcahy. C'est très nostalgique. C'est très mauvais. C'est nostalgique sur cette époque où on faisait vraiment des films de merde. Mais bon, c'est intéressant. Donc, vas-y, c'est à toi, c'est le 3e film là. Moi, je vais vous parler du classique de tous les classiques. Je vais vous parler du Cauchemar de Dracula. This is the story of Dracula, a creature who destroys all whom he touches. Dracula the terrifying, the feared, who sleeps in the tombs of the dead by day. Donc encore un film de Terence Fisher, décidément. Voilà, c'était le premier Dracula que Christopher Lee a fait. On sortait tout juste de Frankenstein s'est échappé, qui avait été un gros carton à l'époque. Donc la Hammer s'est décidé à adapter Dracula
Peter Cushing a le rôle principal dans le rôle de Van Helsing. C'est Van Helsing qui a le rôle principal. Quant à Christopher Lee, ben c'est simple, vous le voyez que 6 minutes dans le film. Vous le voyez 5 minutes au début, et ensuite vous le voyez genre 10 secondes jusqu'à la fin du film, en fait. Il a 6 minutes de temps à l'écran, et il a 13 répliques. 13 répliques. Et avec ça, eh ben, il a changé la face du cinéma d'horreur à tout jamais. Parce que, voilà, à chaque scène, il apporte quelque chose de différent. Il apporte déjà une sorte de magnétisme sexuel qu'il n'y avait pas du tout, avec Bela Lugosi, ça c'est clair. Voilà, le retour, voilà, du côté... du côté répression sexuelle, tout ça, voilà, le prince des ténèbres. Il est beau gosse quand même, enfin, dans le film. Il a un charisme, il est aristocrate. Et il le fait vraiment, il fait pas mec du peuple, il fait vraiment aristocrate. Et ce qui était marrant, c'est que Terence Fisher avait fait supprimer ces bruits de pas. Donc, ils ont fait le message du film, pour qu'à chaque fois, quand on le voit arriver, ça surprenne les gens. Et c'est marrant parce que son personnage, pareil, il est très, il est double en fait, puisque son Dracula, d'un coup, c'est quelqu'un de très sympa qui vous dit bonsoir, comment vous allez, et tout machin, et de suite après, il peut péter les plombs, sortir ses canines et se jeter sur toi. Donc il joue sur la dualité du personnage, et c'est marrant parce que dans ce film-là, en fait, il est tout le temps là, Dracula. Même les scènes où il est pas là, sa présence est toujours là, grâce à la musique de James Bernard, où il y a toujours l'aura du personnage qui est partout, et parce que c'est un film qui est super bien écrit aussi, le scénario. Ouais, le scénar c'est pas une adaptation fidèle du tout de... Non, mais disons qu'il a... Mais ils prennent des morceaux, quoi. Ils ont extrait le bouquin, ils ont fait presque une sorte de film d'action, enfin de très... c'est un film de KPDP en fait, mais avec un vampire, puisque c'est un film d'action. Je crois que c'est la meilleure adaptation de Dracula pour moi. Pour moi, c'est le meilleur film de Dracula. Le final du film, qui est un duel entre Christopher Lee et Peter Cushing, je crois que c'est un des meilleurs moments que vous verrez dans ce type de film-là. C'est la suite d'une série de je sais pas combien de Dracula, qui peuvent être... Enfin, il y en a des sympas, mais c'est celui-là. Et lui renie tous les Dracula qu'il a fait après, quasiment, je crois. Il dit qu'il n'aimait pas tous les autres. Il y en a, moi je trouve qu'il y en a des pas mal. Il les a pas vus, je crois, surtout. Oui, il les renie de base, quoi. Mais lui, il disait qu'il voulait absolument faire, ça c'est un truc que j'ai jamais compris, qu'il voulait faire une adaptation fidèle de Dracula, et il le disait à l'époque de Saruman, etc. En disant, ouais, moi si on me propose de faire un Dracula fidèle, je le fais. Et personne n'a jamais proposé de le faire. C'est bizarre. Il l'a fait. Il avait fait les Nuits de Dracula de Jess Franco, qui est une adaptation fidèle du bouquin, mais par contre le film... C'est Jess Franco. Oui, enfin, il en reparlait après, donc il l'avait quand même oublié. Le film de tourné sous l'Exomile, mais un truc de fou, c'est un des films les plus chiants que vous verrez. Alors pourtant, c'est une adaptation fidèle du bouquin. Preuve que t'as pas besoin d'être fidèle à la source littéraire pour faire un bon film. T'as juste besoin de gens comme Terence Fisher et tous les mecs de la Hammer pour faire vraiment des bons films avec des bons scénars, avec des trucs bien écrits. Ah non, mais le cauchemar de Dracula, c'est vraiment... je pense que c'est l'un des films fantastiques les plus importants de l'histoire du cinéma. C'est une date clé, je pense, dans le cinéma britannique tout court. Enfin, j'ai revu le film il y a quelques temps là, et c'est toujours aussi efficace. Le montage est génial, la mise en scène, le choix des couleurs qui est très spécifique, et puis même dans l'idée, c'est quand même très fidèle au bouquin. L'idée de faire de Dracula un personnage secondaire, ça vient du bouquin. Non, l'idée est très non, je suis d'accord, c'est fidèle sans l'être, quoi. C'est-à-dire que mais c'est même plus efficace. Moi, je me rappelle d'avoir lu le bouquin. Le bouquin il y a une adaptation très fidèle du bouquin, c'est le Coppola, et qui a des petits changements, mais qui est quand même très fidèle, même au niveau de l'écrit épistolaire et tout. Et franchement, il est aussi un peu sous l'Exomile, je trouve, le Coppola. Enfin, il manque quelque chose, quoi. Et il manque une espèce d'efficacité qu'a le terrain de Fisher. Si tu veux adapter le bouquin, honnêtement, il faudrait faire aujourd'hui une série Netflix en 10 épisodes, tu vois. C'est chiant. Et puis même, il y a des trucs que tu peux pas faire à l'époque. C'est l'époque, voilà. Il y a un truc... Tu peux pas c'est ça qui était intéressant avec ces premiers films de la mort, avec Frankenstein aussi, c'est des films très... Des films très nerveux. Très nerveux, Très nerveux, où il y avait une espèce d'idée de faire tout totalement l'inverse de la Universal. Donc de partir dans autre chose. Et du coup, ça donnait des trucs très modernes, en fait. À la fois très cruels et en même temps très dynamiques. C'est ça.
Et ouais, non, c'est vrai que c'est impressionnant. Alors que Universal, c'était basé surtout sur les ambiances. Ouais, sur les ambiances. Je termine, donc là, on va prendre un des plus classiques. Non, pas plus classique, mais plus récent. Mais, comme je me suis dit, on va peut-être prendre celui-là, parce que comme c'est un film très peu l'un des plus gros échecs de Steven Spielberg. Et le seul film que Spielberg a fait avec Christopher Lee, je n'ai pas de bêtises, donc c'est 1941. Jesus, pal, I mean, a Nazi! I knew it! You're all in cahoots! Well, let me tell you something, Mr. Heine Kraut. I fought your kind in the Great War, and we kicked the living shit out of you. Over there, send the word over there, that the Yanks are coming. Du ausgepresseter Schwein! Ouais, génial. Film écrit par John Milius, réalisé par Steven Spielberg, une sorte de film, une comédie, une sorte de grande comédie, une grande fresque comique. C'est vrai que Milius, c'est lui qui a écrit. C'est lui qui a écrit 1941, c'est un de ses grands scénarios. Ça. Et c'est sur la vie de gens, des Américains durant la Seconde Guerre mondiale et comment ils sont dans la paranoïa totale durant cette période-là. Et on suit différents personnages, notamment des nazis dans un sous-marin, et notamment le chef des nazis du sous-marin qui est Christopher Lee. Christopher Lee qui a des scènes entières avec Toshiro Mifune. Ouais. Incroyable. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a les Japonais qui sont, Vas-y, qui c'est sont ça. avec lui. Oui, bah non, parce que je dis bêtises, c'est un sous-marin japonais, mais il y a un nazi Vas-y, dedans, c'est et c'est Christopher Lee, Lee. oui, c'est vrai. Et, Incroyable. et c'est, donc, le film est un chef-d'œuvre, hein. C'est vraiment un très grand film. C'est tellement Très drôle. très drôle. Et ces scènes avec Lee et Mifune, ils sont magnifiques. À hurler de rire. Ouais. À hurler de Il y a rire. toute une scène où. Parce qu'eux aussi sont dans la paranoïa, ils sont tous fous en fait dans ce film. Et c'est un de ses rares rôles aux États-Unis parce qu'il est parti aux États-Unis à une époque, à ce moment-là, au moment du Nouvel Hollywood, en pensant qu'il allait avoir des grands rôles, et il a fait pas grand-chose de bien en fait, à part celui-là, quoi, quasiment, qui est. Il a fait des gros budgets dans lesquels il avait toujours mais des second seconds rôle, rôles ouais. en fait. Et c'est celui-là que tu te rappelles vraiment à ce moment-là, quoi. C'est celui-là où il joue vraiment. Et encore une fois, il joue un méchant, mais là, il est totalement dans la farce, quoi. Et il a eu le pif de se dire il faut tourner avec ce mec-là, avec ce Spielberg. Alors lui, je crois qu'apparemment c'était lui qui était dans le jury ou le président au moment d'Avoriaz quand il le récompense pour le duel. Peut-être. Je dis pas de bêtises, mais je crois qu'il en avait parlé dans une interview. Peut-être. Donc il l'avait flairé en tout cas. Le Spielberg. Après, c'est ce qu'il dit, mais ce qu'il disait, mais apparemment il avait flairé quelque chose. Ouais, et je crois il l'avait rencontré au moment du duel, quoi. Donc super film, moi j'adore ces scènes. En plus, ces scènes sont vraiment très drôles. Il est vachement bien, un méchant nazi. En plus, il joue tout en allemand, hein, je précise. Ouais. Toutes les scènes en allemand. Hein, donc, Bah, comme il jouait, il avait au moins 4-5 langues, il pouvait parler 4-5 langues super bien. Ouais, non, mais il est. 8. 8 langues. Non, mais c'est impressionnant. En plus, comme vous le savez, il faisait partie du contre-espionnage pendant la Seconde Guerre mondiale, donc c'était un Inglourious Basterds. Il a vraiment, lui, c'était un chasseur de nazis, il en a buté quelques-uns. Mais c'est ce qui est expliqué. Il y a une scène très bizarre, un truc de making of très bizarre, où, dans les making of du Seigneur des Anneaux, où il lui dit comment poignarder. Et Peter Jackson dit à. Imaginez le bruit que ferait quelqu'un qu'on poignarderait dans le dos. Voilà. Et lui dit j'ai pas besoin d'imaginer, je sais ce que c'est. Quoi. Ouais. Parce qu'il était, je sais plus où, il a fait plusieurs. Il était dans plusieurs pays pendant la Seconde Guerre mondiale. Il a vécu en Suède à un moment donné. Mais il a été très. Ouais, non, il a une grosse. C'est le genre de personnage où tu dis que tu peux pas avoir beaucoup de vie comme ça. Il a eu un parcours de vie assez. Non, parce qu'elle assez est très longue et parce qu'il a fait beaucoup de choses durant cette carrière-là. C'est limite une personne qu'on aurait pu faire venir, pas pour parler de cinéma, mais pour parler de ce qu'était d'être agent britannique pendant la Seconde Guerre mondiale, de faire des infiltrations et de buter des mecs. Tu vois comment il parlait, il dit rencontrer Boris Karloff, Fleming, sa vie entière et une espèce de rencontre avec des gens. Il y a même c'est incroyable à quel point ce mec attirait toute la culture populaire autour de lui. Il y a même une anecdote que moi j'adore, c'est quand il s'est installé aux États-Unis à la fin des années 70, il a rencontré donc Mohamed Ali,
Ah oui, j'ai vu. Et Mohamed J'ai Ali, lu, ce truc-là. et Mohamed Ali lui a dédicacé publiquement une fin de combat. Et lui, il s'est dit, ça va être de la pub, De ouf, c'est de la pub de ouf. Et peu de temps après, il faisait le Saturday Night Live. Oui, parce qu'il a fait. Donc voilà, comme ça, quelqu'un de vraiment, vraiment unique. Dommage qu'il ait un petit peu renié toute la partie Dracula, parce que ça devait le gonfler qu'on en parle tout le temps. Mais, Oui, en même temps, il lui doit tout le. Il lui doit tout le. mais il a des discours assez contradictoires sur Oui. la Hammer de toute manière, parce que autant. Oui, parce que tous ceux qu'on marque, parce que moi, j'ai The Devil Riot, là, tous les films qu'on a parlé, c'est vrai que des films qu'il a adoré. Et le Cauchemar de Dracula, il le renie pas du tout, il l'adore. Il aime bien le Spielberg, il aime bien le Terry Pfister, le The Devil Riot, il en a fait beaucoup. Il en a fait d'autres encore qui sont très bien, etc. Juste, je crois qu'il a pas aimé être collé dans cette carrière-là. C'est normal, ça peut se comprendre. Un des rôles, à un moment, il a eu une période du désert, mais il a fait un Billy Wilder qui a été. La vie de assez Sherlock rare, Holmes. voilà, la vie de Sherlock Holmes. La vie Il a privée de joué Sherlock Holmes. 3-4 fois dans les Conan Doyle. Aussi, personnage c'est intéressant. quand même dingue parce que c'est le seul mec qui a quand même joué Sherlock Holmes, qui a joué son frère, Mycroft, Ouais. et qui a joué le sur. Il n'a pas fait Watson. Non, bah, Je me suis heureusement. dit, putain, il aurait Il a fait pas- il a- Watson, il a mec, pas- il aurait fait- il a pas le combo. physique, il a pas le Là, je physique. sais, mais bon, ouais, c'est juste pour Remarque si, pour le pour fun. pour Il jouer aurait pu le le faire. pour jouer le Watson façon militaire, Ouais. il aurait pu le faire. Ah non, mais c'était très charismatique. Il n'y a pas beaucoup d'acteurs comme ça maintenant. Enfin, il n'y en a pas vraiment d'ailleurs. Parce des que acteurs il faut qui avoir sont- un vécu et un physique, une époque assez. Bah, c'est ça le c'est pour ça que les gens le reprenaient d'ailleurs, ce le- qui correspondait. le cinéma actuel ne permet plus d'avoir ce type de carrière-là, de fréquenter. Puis même, je veux dire, trouver un acteur. Quand tu vois qui- Dracula Untold. Voilà. T'as quand même un choc, quoi. Trouver, Sur comment on a changé le. trouver un acteur comme ça qui parle 8 langues et capable de tourner sur toute l'Europe, de Hmm. tourner en même temps aux États-Unis, c'est quand même assez impressionnant, quoi. Mais je pense que Lee avait pas peur de s'exporter justement pour Mais avoir je crois que plusieurs c'était aussi ces acteurs qui tournent. Alors je sais pas si financièrement il vivait bien. Enfin, vers la fin, oui, mais je fais plus s'il était aristocrate à un moment donné. Mais il acceptait tout, j'ai l'impression. Avant qu'il travaillait surtout. Ah, mais il bossait. Oui, c'est ça, mais cette idée d'acteur qui bossait. travaille. Et du coup, qui est au service de. Non, sa famille, il n'a pas été privilégié parce que sa famille a été ruinée Oui, quand, qu'elle il, était quand il ruinée était, quand quand il était jeune, donc il a tout le temps bossé. Mais donc, du coup, c'est pour ça qu'on le voit dans beaucoup de films, notamment des films où on se demande qu'est-ce qu'il fait, et que même lui dit renier une partie de sa carrière, mais aussi parce que le mec tu sentais qu'il avait le plaisir de bosser, parce qu'il a tourné énormément de films, et notamment, et toujours avec une espèce de conscience, tu vois, du travail bien fait, quoi. C'est-à-dire que Bah, toujours envie de faire quelque chose de différent pour le public, en fait. personne n'oserait faire la momie maintenant, quoi. Je veux dire, quel acteur dirait moi je veux bien faire la momie, mais par contre je veux aussi faire le mec momifié à la fin, je veux aussi faire. Tu vois, c'est pas possible. C'est que maintenant il y a un star system qui fait que, bah non, Bah, aujourd'hui, on te dirait, tu te dirais, bon, je bah, fais le prêtre, mais je fais la momie en performance capture, Ouais, en, on prend en motion on capture, prend pardon. on prend une doublure pour faire la momie Voilà, qui sait se mouvoir, enfin on fait les deux. Il faut dire qu'à l'époque où il a fait ce rôle-là, il avait pas non plus, c'était pas une star dans Non. le sens où non, mais il il a quand même fait Dracula. oui, mais il pouvait pas s'imposer en tant que leading man. C'est pas encore un mec où on disait Christopher Lee dans. Ouais. On disait non, c'est Peter Cushing la star. Mais c'était peut-être sa force aussi, c'était de pouvoir faire. Du coup, il a fait plein de rôles et pas que des rôles importants. Et du coup, il a continué. Et même si lui, sa tête a été un regret, il a fait énormément de films Oui, je et pense énormément de choses qu'il lui aurait pas permis. Et puis toute sa carrière, il la doit à ces films-là à la fin. Je veux dire, Mais aussi les, Dante et Jackson, ils le prennent pour ça. les films de la Hammer, c'est différent parce que c'était une sorte de structure familiale dans laquelle tout le monde s'entendait. Et que, en tout cas pour les premiers films, il y avait un aspect extrêmement novateur à l'époque. Donc Ouais. il faisait partie d'une vague extrêmement innovante. Un film comme La Malédiction des Pharaons, on était dans une vague d'épouvante très innovante, alors que les Dracula des années 70, on est clairement en fin de parcours pour une boîte de prod, et que lui, on lui faisait Bah, du il a quand même, il a on lui faisait du tourné dans chantage. le dernier film de la Hammer, il a tourné dedans, je crois. Non Bah, c'est pas le film satanique, le dernier film Une fille pour le diable, qui est Ouais. très mauvais, mais il faut savoir une chose, c'est que lui, au bout d'un moment, Non. on lui faisait du chantage. Oui, c'est ce qu'il raconte. Parce qu'on lui disait, ouais, si tu tournes pas dans tel ou tel Dracula,
Ça va mettre la compagnie sur la... Ouais, Enfin, ça va... Les autres employés vont être au chômage. J'ai déjà vendu le film aux États-Unis et tout, parce que oui, la Hammer, au bout d'un moment, vendait Vendait les films sans qu'ils soient faits. vendait les films sur des titres et sur des posters avant même de faire les films. Donc voilà. Mais il a fait c'est assez marrant parce que pour un mec qui a beaucoup renié la Hammer, enfin pas renié, mais C'est la star mais d'horreur. c'est la star qui a été jusqu'au dernier film, voire même au renouveau, parce que quand la Hammer est revenu, il a un très mauvais film d'ailleurs. Le premier film The Resident. de la Hammer, et il joue dedans aussi. The Resident, qui était Donc, très mauvais. Bon, il a pas fait le film de Dracula avec du Kung Fu, là. Il a pas fait La Légende des 7 vampires d'or, hein, heureusement. Non, parce que là c'est des vampires Parce que là, chinois. c'est des vampires Après, il aurait chinois. pu le faire. Oui, mais t'as Dracula. Il a alors. fait Dracula 70 là. 72. Ouais. Ouais, mais ça, c'est... Moi, j'aime bien. C'est pas bon, hein, mais j'aime bien. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y en a certains qui sont très mauvais. Il a mais même fait Dracula vit toujours à Londres. Là, Dracula, il veut répandre un virus je crois, ouais. pour détruire toute la Terre, en fait. Et tu te dis... Bah, il a fait Dracula avec Bernard Ménez. J'étais Ouais, arrivé là, tu. Dracula, père et fils. Ouais. Il a fait plein de parodies de... Oui, il a fait plein de parodies. Oui, non, il se moquait pas mal de. Les temps sont durs pour les vampires, un film italien. Non, mais voilà. Bon, bah voilà, j'espère que ça vous a intéressé, toute cette filmographie exhaustive de Christopher Lee. Bah dites-nous- non, pas exhaustif, Oui. justement, sélectif, parce que si Oui. on était exhaustif, on aurait fait Non, mais plus non, de... on a cité On, plein d'autres à la suite. aurait fait 350 Je sais, titres. mais on peut pas, mais on a cité plein d'autres à la suite. Mais dites-nous quels sont les films qui vous ont touché de Christopher Lee, les films dont vous vous rappelez, etc. N'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé des films qu'on vous a cités. Et voilà. Et puis on vous dit à bientôt pour de nouvelles émissions classiques. Hein. On ne reviendra pas forcément sur la mort. Et puis je sais pas quand sort le nouveau numéro de Écran Fantastique, mais Ce sera pour la rentrée. Hein. pour la rentrée. Ce Donc, sera dans pour longtemps. l'automne. D'accord. Je tiendrai au courant. Ouais, ok. Bon, bah à plus. Ciao. Salut.